Boko Haram continue ses exactions dans le nord du Nigeria. Des soldats nigérians ont informé avoir repoussé une attaque du groupe djihadiste contre la ville de Maiduguri dans la nuit de mardi à mercredi. Des centaines d'employés de transport, de banques, d'entreprises, de ministères soudanais ont manifesté ce mercredi la deuxième journée de grève à l'appel des meneurs de la contestation. Le président comorien a gracié 17 personnes 3 jours après son investiture. Azalia Soumari, accusé par l'opposition de dérive autoritaire, veut apparemment par ce décret présidentiel se refaire une image. Ainsi se présente le sommaire de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Des centaines d'employés des transports, de banques, d'entreprises et de ministères soudanais ont manifesté ce mercredi pour la deuxième journée de grève à l'appel des meneurs de la contestation. Objectif, faire pression sur l'armée qui refuse de transférer le pouvoir aux civils. Reportage. Face à l'impasse des négociations avec les généraux qui ont pris le pouvoir après avoir écarté le président Omar El-Béchir le 11 avril, l'Alliance pour la liberté et le changement ALC, fer de lance de la contestation, a appelé à une grève générale de 2 jours, mardi 28 et mercredi 29 mai. Des milliers d'employés d'institutions gouvernementales, de banques, d'entreprises du secteur privé ou encore des terminaux portuaires de Port-Soudan, pôle économique vital du pays, ont rejoint la grève, affirmant que seul un gouvernement civil pourrait sortir le pays de la crise politique. Des centaines de grévistes de différentes entreprises ont manifesté devant le siège de la Banque centrale dans le quartier des affaires de Khartoum qui a été pris d'assaut mardi par des forces armées selon le mouvement de contestation. Nous sommes venus pour dire que nous refusons le gouvernement des militaires et pour dénoncer ce qui s'est passé hier, explique Somaya Osman, employée d'une société de télécom. C'est inacceptable et la Constitution nous donne le droit de grève. C'est pour cela que nous voulons un gouvernement civil, a-t-elle ajouté avant de crier avec la foule les slogans du soulèvement. Peu avant le début de la grève, les dirigeants du mouvement de contestation avaient indiqué que des médecins, des avocats, des procureurs, mais aussi des employés des compagnies nationales d'électricité, de distribution de l'eau, de télécommunications ainsi que de l'aviation civile et des transports publics y participeraient. Massacre perpétré il y a une semaine dans l'ouest de la Centrafrique. 14 partis politiques et organisations de la société civile centrafricaine ont exigé le retrait des décrets nommant certains chefs de groupes armés dans des postes étatiques. Reportage. C'est à travers un communiqué que le Front uni pour la défense de la nation a fait part de sa sommation. Il exige du président de la République centrafricaine de rapporter sans délai les décrets portant nomination de 3 chefs de groupes armés comme conseillers militaires, ainsi que la traduction devant la justice de 2 d'entre eux. Ces personnalités ont été nommées à la suite de l'accord de paix conclu au début de l'année entre le gouvernement de Bangui et 14 groupes armés contrôlant une grande partie de la Centrafrique. 50 personnes au moins ont été tuées la semaine écoulée dans l'ouest du pays, dont des massacres imputés aux 3R, un des groupes armés. Le gouvernement et la MINUSCA ont alors adressé au groupe un ultimatum de 112 heures, à l'issue duquel les responsables du massacre devraient être transmis aux autorités centrafricaines et les barrières et bases des 3R démantelées. À l'expiration de l'ultimatum, aucune action forte n'a été menée par le gouvernement. L'accord de paix, dit de Khartoum, a été signé début février à Bangui entre les 14 groupes armés et les autorités. À la suite de cet accord, un nouveau gouvernement a été installé et plusieurs représentants de groupes armés ont été nommés à des postes gouvernementaux ainsi qu'à la primature et dans des administrations. L'ex-rébellion angolaise de l'UNITA, aujourd'hui principal parti d'opposition, a annoncé ce mercredi le maintien au 1er juin des obsèques publiques de son chef historique, Jonas Savimbi. Ceci après un imbroglio la veille avec le gouvernement sur la remise de la dépouille qui n'a finalement pas eu lieu.
À la suite d'une réunion mercredi entre l'ex-rébellion et la famille Savimbi, l'UNITA a décidé de maintenir son programme avec les obsèques samedi, a déclaré Alcides Sakala Simoes, porte-parole de l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, UNITA. Nous appelons à la sérénité après la confusion de mardi, a-t-il ajouté, estimant que les obsèques seront un moment important dans la perspective de la construction de la réconciliation nationale. On maintient l'enterrement au 1er juin, a confirmé le fils aîné de Jonas Savimbi, Cheya Savimbi. Jonas Savimbi a été tué lors d'un accrochage avec les forces gouvernementales angolaises le 22 février 2002 et enterré en catimini dès le lendemain à Luena dans le centre, mettant fin à 27 années de guerre civile. Après de longues négociations, le gouvernement d'un côté et l'UNITA et la famille Savimbi de l'autre ont finalement convenu cette année que la dépouille du chef rebelle serait remise mardi à ses proches et qu'elle serait enterrée samedi dans le village natal de Jonas Savimbi. Mais l'urne contenant les restes de l'ancien chef de l'UNITA n'a pas été confiée mardi à sa famille, laissant planer un temps le doute sur la tenue des obsèques cette semaine. Le gouvernement et l'UNITA se sont accusés mutuellement d'avoir modifié le lieu de la remise de la dépouille. Selon le gouvernement, la dépouille a finalement été transportée mardi à Andulo, à proximité du village de Jonas Savimbi, où les obsèques sont prévues. Boko Haram continue ses exactions dans le nord du Nigeria. Des soldats nigériens ont affirmé avoir repoussé une attaque du groupe djihadiste contre la ville de Maïdougouri dans la nuit de mardi à mercredi. Reportage. L'attaque, la dernière d'une longue série perpétrée par Boko Haram, a été repoussée quelques heures avant la cérémonie d'investiture du président nigérien Muhammadu Buhari, réélu sur la promesse de rétablir la sécurité dans le pays. Les soldats ont intercepté un grand nombre de combattants de Boko Haram à la périphérie de Maïdougouri, la capitale de l'État du Borno, mardi soir, et se sont engagés dans une bataille intense contre les insurgés pendant toute la nuit. Un membre d'une milice d'autodéfense qui combat aux côtés des troupes régulières a déclaré que les combattants de Boko Haram avaient été aperçus alors qu'ils se faufilaient dans l'obscurité vers la ville. Aucun rapport officiel n'a été publié sur cette tentative d'incursion. On ignore le nombre de victimes. La dernière attaque en date était à l'aube du 23 février, jour de la présidentielle, qui a porté le président Muhammadu Buhari au pouvoir pour un second mandat. Il a été investi mercredi à Abuja et s'est félicité d'avoir affaibli le groupe djihadiste qui ne détient plus aucun territoire dans le nord-est. Les attaques se multiplient toutefois dans le Borno, notamment contre les forces armées nigérianes. La semaine dernière, plus de 10 000 civils ont dû être évacués de leur village dans des camps de déplacés et leur convoi attaqué par la branche du groupe affilié à l'État islamique, tuant au moins 5 soldats. Le président comorien a gracié 17 personnes 3 jours après son investiture. Azali Assoumani, accusé par l'opposition de dérive autoritaire, veut apparemment, par ce décret présidentiel, se refaire une image. Toutes les personnes graciées par le chef de l'État des Comores avaient été condamnées en décembre par la Cour de sûreté de l'État à des peines égales ou inférieures à 20 ans de prison pour avoir été mêlées à une entreprise de déstabilisation et à l'agression contre un gendarme. Mercredi, elles ont été graciées de la totalité de leur peine, selon un décret présidentiel. Elles devaient avoir recouvré la liberté dans la même journée. Parmi les 17 personnes figure le secrétaire général du principal parti d'opposition. 4 autres personnes condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité pour complot, tentative de coup et atteinte à la sûreté de l'État ont vu leur peine commuée en 20 ans d'emprisonnement. Cette grâce intervient 3 jours après l'investiture à la présidence d'Azali Assoumani, réélu le 14 mars à l'issue d'un scrutin très contesté par l'opposition et les observateurs internationaux. Lors de son discours dimanche, le président Azali avait promis des mesures d'apaisement vis-à-vis de l'opposition qu'il accuse d'avoir bourré les urnes. Depuis l'an dernier, de nombreuses personnalités de l'opposition qui dénoncent la dérive autoritaire du chef de l'État ont été arrêtées, notamment l'ancien président Ahmed Abdallah Sambi, toujours assigné à résidence.
Le chef de l'État réélu du Malawi, Peter Mutharika, a prêté serment mardi. Il a appelé les perdants de la présidentielle à accepter les résultats du scrutin entachés de fraude selon l'opposition. Je tiens à féliciter les autres candidats qui ont participé à ces élections. Mais ils doivent accepter qu'il y a seulement un vainqueur, a déclaré Peter Mutharika dans le stade Kamizu de Blantyre lors d'une cérémonie organisée au lendemain de l'annonce de sa victoire. Il a obtenu 38,57% des suffrages devant son principal rival, Lazarus Chakwera, avec 35,41% des voix selon la commission électorale. Merci aux Malawites de m'avoir élu président pour les 5 prochaines années. Il y a un temps pour discuter et un temps pour se mettre d'accord. Il y a un temps pour poursuivre notre passé et notre objectif, et un temps pour poursuivre notre objectif national collectif. C'est le moment de s'unir et de développer ce pays. Lazarus Chakwera a dénoncé des irrégularités lors du dépouillement des élections présidentielles et législatives du 21 mai. Il n'avait toujours pas réagi mardi à l'annonce de la victoire du chef de l'État au pouvoir depuis 2014. Mais la police a dispersé à coups de gaz lacrymogène dans l'après-midi ses partisans réunis devant le siège de sa formation, le Parti du Congrès du Malawi, MCP, à Lilongwe, la capitale politique. Au lendemain des élections, la société civile locale et les observateurs internationaux s'étaient réjouis presque sans réserve de la bonne tenue du scrutin. Moins de 160 000 voix séparent Peter Mutharika et Lazarus Chakwera. Peter Mutharika a fait campagne pour un second mandat en louant ses résultats en matière d'infrastructure du pays, notamment les routes, et promis de faire du Malawi un pays meilleur d'ici 5 ans. Ses adversaires ont dénoncé jusqu'au bout la corruption qui a entaché son premier mandat. Des milliers d'étudiants et enseignants ont défilé comme chaque mardi à Alger, scandant des slogans hostiles au chef d'état-major de l'armée, homme fort de facto du pays, et réitérant donc leur refus de la présidentielle prévue le 4 juillet. Ils ont emprunté une route différente de celle qu'ils prennent d'habitude pour accéder à la place des martyrs, mais la police leur a bloqué le passage, les obligeant à retourner à la grande poste. Images et son. Après s'être rassemblés près de la Grande Poste, point de ralliement des manifestations contre le pouvoir depuis le 22 février dernier, dont l'accès est désormais barré par des palissades, les étudiants ont pris le chemin de la place des Martyrs, vaste esplanade en contrebas du quartier de la Casbah, à environ 1,5 km. Face à un imposant cordon de police leur barrant le chemin, les étudiants ont fait demi-tour avant d'arriver à destination et sont retournés défiler sans incident dans le centre, où de nombreux policiers étaient aussi déployés. Nous nous sommes mobilisés ici à Alger, malgré les intimidations, la démonstration de force policière qui a voulu nous intimider. Et nous avons donné comme réponse notre détermination. À Satida, depuis d'ailleurs le début du Hirak, on fait de l'accompagnement. On essaie d'accompagner nos étudiants. On ne part pas en leur nom. On ne fait pas leur travail. C'est à eux de se mettre en évidence, de s'engager. Nous, notre rôle, c'est de l'accompagnement. Nous sommes aussi des citoyens algériens, donc nous sommes concernés aussi par le Hirak et nous sommes des enseignants engagés dans le Hirak. À Alger et dans plusieurs autres villes du pays, selon les médias et réseaux sociaux, ils ont également réclamé un état civil, pas un état militaire, ou conspué le chef d'état-major de l'armée, le général Ahmed Gaïd Salah. Certains brandissaient également des pancartes en hommage à Kamel Eddine Feka, militant des droits humains et de la cause mozabite, une minorité berbérophone d'Algérie, décédée ce mardi en prison où il était en grève de la faim depuis son arrestation fin mars. Voilà qui referme cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie de nos programmes.